Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du mois de juin. Pardon, je suis déjà dans les vacances. C'est juin. Journée juin, oui, c'est ça. C'est bien, excusez-moi. Bienvenue au webinaire Vivre au quotidien du mois de juin. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour l'événement. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent à ce webinaire. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va nous permettre de répondre à la question suivante. Comment contrôler les montagnes russes de fluctuations motrices vécues par la médication? Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Lucie Lachance. Madame Lachance est une infirmière clinicienne spécialisée dans les troubles du mouvement et travaille à l'hôpital neurologique de Montréal au Centre universitaire de santé de McGill depuis 2001. Elle évalue, administre et coordonne les soins aux patients et familles ayant des besoins complexes et des besoins de support et d'éducation. Elle a gradué en soins infirmiers à l'Université de Sherbrooke et a reçu une maîtrise en sciences cliniques. Elle est membre également du comité du programme du congrès World Parkinson Congress qui avait lieu en 2013 et en 2016 et elle est également pour celui qui se déroulera en 2019. Donc, avant de lui céder la parole, j'aimerais uniquement vous informer qu'en bas à gauche, vous allez voir une section qui est écrite « Posez vos questions ici ». Donc, c'est à cet endroit que vous pouvez poser vos questions d'aspect technique, mais également des questions qui sont par rapport à la présentation. Pour les questions qui sont par rapport au sujet de la présentation, nous allons y répondre à la fin de la présentation de Madame Lachance. Pour les questions d'aspect technique, je vais y répondre directement via le clavartage. Donc, je vais maintenant céder la parole à Madame Lachance. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir été invité par la Société de Parkinson Québec pour présenter les fluctuations motrices liées à la maladie de Parkinson, les fameuses montagnes russes dont on entend si souvent parler. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va aller direct dans le vif du sujet. Au départ, par contre, je veux juste revisiter, si on veut, les 5 stades de la maladie, parce que dans le fond, quand la maladie progresse, c'est en référence au stade d'évolution, à l'évolution de la maladie dont on fait allusion. Alors, il y a 3 principaux symptômes, on les connaît tous, l'akinésie ou la lenteur et la difficulté du mouvement. J'aurais pu rajouter ici bradykinésie. Nous, on entend plus une bradykinésie, ce qui veut dire une lenteur. L'akinésie, c'est l'absence totale de mouvement. Ce qui est assez rare dans le Parkinson, on est quand même capable toujours un peu de bouger avec notre Parkinson, même si parfois on se sent plutôt off. On va y revenir. L'hypertonie musculaire, c'est-à-dire la rigidité musculaire, quand on vient vérifier le tonus musculaire, on sent une rigidité, une petite roue dentée. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hypertonie musculaire. Et effectivement, des tremblements qui sont de manière régulière, c'est-à-dire de va-et-vient continu. Il y a 5 stades d'évolution, vous les connaissez sans doute, je vais juste y revenir rapidement. Le stade 1 qui sont les premiers symptômes ou signes unilatéraux, c'est-à-dire qu'un côté seulement du corps est affecté, ça peut être soit le bras gauche, la jambe droite, le bras droit, la jambe gauche, ainsi de suite. C'est un côté seulement et la plupart du temps, dans un stade 1, on n'est pas gêné dans nos activités de vie quotidienne. Le stade 2, ça entraîne une gêne, c'est-à-dire que là, concrètement, les 2 côtés du corps sont affectés. Ça peut être, par exemple, les 2 membres supérieurs, bras gauche, bras droit, et on va avoir de la misère, par exemple, à aller chercher un verre d'eau qui est devant soi, manger parce qu'on a un tremblement, ainsi de suite. On peut avoir de la misère à se lever de notre chaise si les jambes sont affectées, si on a une raideur au niveau des membres inférieurs. Le stade 3, encore une fois, c'est les 2 côtés du corps qui sont affligés, mais là, le petit changement au stade 3, c'est que la posture est handicapée, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a une posture, on a un équilibre qui est affecté, et là, ça cause des problèmes au niveau plus de sa mobilité concrètement. Mais c'est pas encore considéré grave, c'est-à-dire qu'on est capable de bien vivre avec un stade 3 de la maladie. Parfois, ce qu'on va voir plus tard quand on parle de médicaments, c'est qu'une personne qui est en stade 2, par exemple, qui a les 2 côtés d'affecté et que tout à coup, ces médicaments s'épuisent, on peut parler, évidemment temporairement,
d'un stade 3. Quand on a une difficulté avec son équilibre, avec sa marche, des fois, on va dire, ben vous fluctuez entre un stade 2 et un stade 3. Ça, c'est quelque chose qu'on peut parler. Stade 4, évidemment, l'handicap est plus sévère. Il y a une autonomie qui est plus limitée. Ces gens-là, parfois, sont capables d'être à la maison quand ils ont, évidemment, des aidants naturels, de la famille, des amis, évidemment, le CLSC qui peut être impliqué aussi. Par exemple, il y a aussi des gens qui payent pour avoir de l'aide à domicile. Mais il y a aussi parfois des gens qui tout ça, ces services-là, c'est plus difficile et ils doivent déménager en centre d'hébergement ou en résidence pour personnes âgées. Le stade 5, c'est un stade qui, un peu étrangement, on voit moins en clinique parce que c'est un stade où la mobilité est difficile. C'est difficile pour, par exemple, des aidants naturels d'amener les gens en hôpital pour avoir une consultation avec son neurologue. C'est une perte difficile de l'autonomie. Donc, parfois, on va faire des consultations téléphoniques avec les aidants naturels, dire voici, mon mari est comme ça, il est dans son lit, c'est difficile pour nous d'aller vous voir pour un suivi. On va essayer d'aider comme on peut au téléphone, quitte à faire un changement de prescription et communiquer directement avec la pharmacie. Je vous dis ça comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un stade 5, c'est plus difficile à faire des suivis adéquats. Quelques faits sur les fluctuations motrices. Bon, on estime qu'un patient sur deux, une personne sur deux, j'aurais dû dire personne, c'est plus beau dans une présentation, une personne sur deux est victime de ces complications au bout de quelques années de traitement. Ça correspond, dans le fond, les fluctuations, quand on parle de montagnes russes, de fluctuations, de fenêtres de thérapeutiques, tout ça, on va en venir à ces termes-là tout à l'heure, mais ce que ça veut dire, ni plus ni moins, c'est que ça alterne, les symptômes alternent entre la période où est-ce qu'on est bien, c'est-à-dire où quand nos médicaments fonctionnent bien, et la période quand on est moins bien, c'est-à-dire qu'il y a un épuisement de fin de dose à la réapparition des symptômes moteurs. C'est prévisible et c'est fréquent, ça arrive fréquemment ces périodes-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la durée de vie de la levodopa, j'ai mis L-Dopa pour aller plus court, mais c'est la levodopa, c'est limité. C'est-à-dire que malheureusement, puis il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus, mais malheureusement, la levodopa, elle est efficace que entre 4 et 6 heures. C'est-à-dire qu'il y a une demi-vie, parfois on dit de 1 heure et demie, 2 heures. C'est-à-dire que la demi-vie dure 1 heure et demie. Ça veut dire qu'entre, disons, 3, 4, 5 à 6 heures, si on est chanceux au début de maladie, notre levodopa peut durer jusqu'à 6 heures. D'où le besoin, par exemple, d'en prendre 3 fois par jour au moins. Disons, on élimine la nuit, mais il faut quand même en prendre 3 fois par jour en début de maladie. Parce que, encore une fois, on peut pas nécessairement prendre juste un comprimé le matin qui va nous durer 24 heures. Ce qu'il faut savoir aussi avec les fluctuations motrices, c'est qu'au fil des ans, le stockage, c'est un mot peut-être plus anglais, là, mais l'emmagasinage au niveau du cerveau, de la libération continue de la dopamine se fait ou ça fonctionne moins bien à cause de la disparition des neurones dopaminergiques. On va voir pourquoi dans quelques minutes. On dit aussi que 15% des personnes vont avoir soit un passage on-off. Le on, si je peux l'écrire, le parler ainsi en webinaire, le on étant quand dans la pièce, on a la lumière allumée, donc on fonctionne bien, nos mouvements sont souples, sont coordonnés. Si la lumière est éteinte, la pièce est plus sombre, donc on peut visualiser une personne qui est prise dans son corps, qui a plus de difficultés avec sa rigidité. Alors, 15% des personnes ont un passage imprévisible et un peu parfois brutal avec l'invalidité. Hein, les médicaments cessent brusquement de fonctionner. On voit ça chez 15% des personnes. Il y a des mouvements normaux involontaires qu'on peut voir, on va les voir plus en détail dans quelques minutes aussi. Décorer, par exemple, des mouvements brusques et réguliers. Là, je vais faire un peu de simagrée sur ma chaise, là, mais je pourrais être avec la maladie de Parkinson et faire cette présentation-là aujourd'hui en ayant des chorés, des twistings, des spasmes. On appelle ça des chorés. Les dystonies, c'est un petit peu différent. C'est des contractions. Si vous voyez mon bras ici, est-ce qu'on le voit, mon bras? Un peu plus haut. Des dystonies, une contraction dans une partie du corps, par exemple le poignet, où c'est prolongé et ça peut évidemment apporter de la douleur. Ça amène une torsion. Ça peut être derrière le dos, ça amène une torsion. Donc, c'est une partie du corps. Peut-être au niveau du cou, on aurait
torsion au niveau du cou. Ça, il y a aussi, quand on voit dystonie ou chorée, on peut penser aussi au phénomène de douleur qui est aussi fréquent dans la maladie de Parkinson. On continue. 1/3 des pourcents, tantôt, je vous disais, si je recule un petit peu, vous me suivez, je disais qu'il y avait 15%, si j'amène mon petit curseur, avec 15% des cas qu'on voit des passages brutals, mais dans l'acétate suivant, on dit que 1/3 des pourcentages des personnes qui ont des fluctuations motrices, encore une fois, quelques années après un diagnostic, vont être atteints de dyskinésie. Les dyskinésies, c'est les mouvements involontaires, discoordonnés ou incoordonnés. C'est vraiment différent d'un tremblement. Un tremblement, c'est un mouvement de va-et-vient. Une dyskinésie, c'est plutôt imprévisible. Hein? Ça se passe, une torsion comme ça sur la chaise, on gigote un peu comme ça. Ça arrive 3 ans parfois après un traitement en dopamine. Alors, quand on parle de médicaments, l'objectif thérapeutique, évidemment, c'est de réduire les effets du déficit de dopamine. Il nous manque de la dopamine au niveau de notre cerveau. Alors, les stratégies qu'on va utiliser, c'est évidemment d'augmenter la quantité de dopamine disponible dans notre cerveau. Puis, de l'autre côté, on veut aider à prévenir la dégradation de la dopamine. Une fois qu'on a pris notre pilule, on veut vraiment qu'elle reste stockée dans notre cerveau. Et évidemment, on veut lutter contre les effets de déficit de dopamine. Donc, il ne faut pas oublier non plus que on parle de fluctuations motrices aujourd'hui dans le but de cette présentation, ce webinaire, mais il y a aussi toutes les fluctuations non motrices qui arrivent en concomitance ou qui n'ont pas nécessairement rapport aux épuisements de fin de dose. Les fluctuations motrices, juste pour en nommer quelques-unes ici, les troubles digestifs, les nausées, l'irritabilité. On peut voir une humeur qui varie, par exemple, en concomitance avec les symptômes, les fluctuations motrices. On pourrait voir que quand moi, mes médicaments s'épuisent, je deviens plus irritable. Je me chicane peut-être avec mon mari ou avec ma femme parce que je me sens pas bien dans mon corps, puis ça change un peu mon humeur. On peut voir aussi dans les symptômes non moteurs, problèmes au niveau du sommeil, perturbation du sommeil, des somnolences diurnes durant la journée, transpiration abondante, hypotension artérielle, parce que ça, c'est un effet aussi direct lié avec les médicaments. Les médicaments, quand on est longtemps sur la lévodopa, un des effets secondaires de la lévodopa, c'est de baisser notre tension artérielle. Les médicaments. Bon, la règle de base des médicaments, c'est que le but, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de ralentir, c'est-à-dire qu'on peut pas ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Donc, quand quelqu'un vient nous voir pour la première fois dans notre bureau, puis qu'on confirme, malheureusement, vous avez la maladie de Parkinson, on va vous aider à traiter les symptômes. Hein, c'est le but des médicaments, c'est de traiter les symptômes. C'est pas du tout encore pour ralentir la progression de la maladie de Parkinson. C'est vraiment soulager puis améliorer la qualité de vie. Il n'y a rien, il y a beaucoup de recherches qui se fait, en parlant une petite parenthèse au niveau de la recherche, beaucoup de recherches qui se fait sur la neuroprotection, trouver des médicaments qui vont être plus performants, qui vont avoir moins d'effets secondaires. On entend parler beaucoup de choses comme ça, mais à ce moment-ci, nos médicaments seulement sont là pour améliorer la qualité de vie, soulager les symptômes. Quand est-ce qu'on commence ça, les médicaments? Tantôt, je faisais référence, on a vu les 5 stades de la maladie de Parkinson. Évidemment, au stade 1, on va discuter avec la personne atteinte, puis on va dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre quotidien que vous avez de la difficulté à faire, à accomplir? Ou bien, grosso modo, vous êtes capable de faire toutes vos tâches, vous êtes capable d'aller travailler, ainsi de suite, de vous occuper de... Et si la réponse c'est, il n'y a pas rien qui est limité dans votre quotidien, on ne prescrira pas de médicaments en partant. Alors, on va faire un suivi dans 6 mois, dans 1 an, et là, on va reposer les mêmes questions. Est-ce qu'il y a présentement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous nuit? Si la réponse devient oui, ben là, on va commencer à traiter. Et le traitement, on va passer à mon acétate suivante. Le traitement, voici les options. Il y a quand même beaucoup de classes de médicaments. Puis ensuite, on va voir encore, on va revenir plus en profondeur avec les fluctuations motrices. Mais le choix de la médication, si je passe ma petite flèche là, ça va dépendre du médecin qui est devant nous. Ça va dépendre aussi beaucoup, par exemple, de l'âge, du diagnostic,
de ce que la personne fait dans la vie, de ce qu'on veut, achever, c'est-à-dire est-ce que c'est un tremblement proéminent ou c'est plutôt une raideur? Alors, ça va nous aider dans le choix des médicaments. Vite, 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 la levodopa, il y en a 3 sortes, si on peut dire. Il y a le Sinemet, qui est le levodopa carbidopa. Le Prolopa, c'est une capsule, alors c'est le levodopa benzéazide. Et le duodopa, certains d'entre vous connaissent ça, c'est la fameuse levodopa carbidopa en gel qui est donné de façon continue avec une pompe. Le COMT inhibiteur, la deuxième classe de médicaments, c'est l'entacapone ou le Content. Le nom générique, c'est l'entacapone. C'est donné toujours en association avec la levodopa. Le but de celui-là, c'est de prolonger l'effet de la levodopa. Bon, ce que j'ai pas dit avec la levodopa, on a un manque de dopamine au niveau du cerveau. On va la donner de façon chimique, sous forme de médicaments, sous forme de pilules, pour aller compenser le manque. Le COMT inhibiteur, l'entacapone, il va faire prolonger l'effet du médicament. C'est-à-dire que si en début de maladie, notre médecin nous prescrit 3 fois par jour, et qu'éventuellement, peut-être que le 3 fois est pas suffisant, le médecin peut choisir de donner le Content en association avec la levodopa. Donc, il y aurait une levodopa le matin, un Content le matin, une levodopa le midi, un Content le midi, un levodopa le soir, un Content le soir, pour essayer de faire durer. Puis quand on dit faire durer un petit peu plus longtemps, ben parfois on gagne 1 heure, des fois 45 minutes de plus à chaque dose. Donc, on est capable de garder la même intervalle entre les doses. L'autre médicament, l'autre classe suivante, là, j'arrive à cette catégorie ici, le levodopa carbidopa entacapone. Alors là, vous voyez, ça regroupe les 2 premières catégories. Ça s'appelle le Stalevo. C'est une petite pilule rouge où l'avantage de ça, pour certains, c'est que ça fait évidemment beaucoup moins de médicaments à avaler. Puis la pilule, bizarrement, ils ont été capables de la faire un peu plus petite que le levodopa et le Content tout seul. Alors, ça peut être intéressant de prendre le Stalevo ou d'en parler évidemment à votre médecin. Les agonistes dopaminergiques, c'est une autre classe de médicaments qui agit sur d'autres récepteurs. Alors, si on a dit que la levodopa, c'est le remplacement chimique de la dopamine au niveau du cerveau, les agonistes dopaminergiques, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent la dopamine. Donc, c'est un autre, souvent en bon français, on dit c'est un autre chemin qui mène à Rome. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre chemin, un autre pathway dans le cerveau qui va avoir sensiblement le même effet. Il y en a 4 différents, bromocriptine, parlodel, pramipexole. Bon, les plus connus, en tout cas au Québec, au Canada, c'est le pramipexole, le ropinirole. La rotigotine, c'est le Neupro, c'est la fameuse patch. On a une patch de agoniste dopaminergique maintenant, qui peut être aidant pour, encore une fois, avoir un dosage un peu plus continu. Le Symetrel ou la mentadine, ça, c'est donné pour des cas de dyskinésie. C'est-à-dire que si vous avez des mouvements involontaires, qu'on a de la difficulté à stabiliser avec les médicaments précédents, on va peut-être donner une petite dose ou 2, parfois 3 d'amantadine quotidiennement pour calmer les dyskinésies. Les inhibiteurs MOA, c'est l'égiline, razagiline, les noms génériques, la Zilec, le nom commercial. Ça, c'est donné pour éliminer, si on veut, on parlait de montagne russe ou on peut parler de fluctuation. Ça peut être donné en début de maladie. Avant même d'aller à la levodopa, on peut donner une petite dose d'Azilec pour essayer de faire en sorte que la dopamine qui reste au niveau du cerveau, elle soit plus continue, moins fluctuante au niveau du cerveau. Et plus tard, quand la maladie avance, on la donne en adjonction avec le levodopa, encore une fois, pour minimiser les fluctuations. Les anticholinergiques, c'est une classe, disons, à part de tout ça. C'est entre autres un benzotropine. Ce que ça fait, ça, c'est que ça aide beaucoup plus pour les tremblements. Par contre, on ne peut pas les donner à tous nos types de personnes qui sont atteintes avec la maladie de Parkinson parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, évidemment, si on a quelqu'un devant nous qui est, disons, plutôt jeune, qui a un tremblement, qui a un Parkinson qui est plutôt de type tremblante, on va peut-être opter pour cette catégorie de médicaments-là parce que ce qu'on veut éviter, c'est de donner la levodopa un peu trop tôt puis d'avoir les effets secondaires de nos médicaments, d'avoir nos fameuses fluctuations. Mais ceci dit, c'est avec le jugement du médecin qu'on va aller à cette catégorie, les anticholinergiques. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'effets secondaires. Puis chez les personnes âgées, ça pourrait causer un peu de confusion.
Alors, on veut pas ça. Là, c'est un petit peu un graphique un peu compliqué, mais on va essayer de le comprendre ensemble. Dans le fond, la première partie ici, le pré-diagnostic, c'est, disons, moins 5 ans avant le diagnostic. Ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe. Alors, dans les études qui sont faites maintenant, on voit déjà on voit pas ma souris bouger, hein? Est-ce qu'on voit ma souris bouger ici? Non, OK. Alors, on voit déjà qu'il y a des pertes de cellules neuronales. C'est subtil à cette étape-ci, moins 5 ans avant le diagnostic, mais on peut déjà, quand on questionne avec le recul dans des études rétrospectives ou même maintenant, si on diagnostique quelqu'un aujourd'hui, ces gens-là vont nous dire, ben même il y a 5 ans, j'avais par exemple un peu de constipation, j'ai fait une petite dépression, j'avais des choses là, qui allaient pas tant que ça, mais j'ai pas consulté il y a 5 ans. Donc, c'est ce qu'on entend. 5 ans passent, alors là, on arrive, on consulte un médecin, soit un omnipraticien, un médecin de famille, ou on est chanceux, on va voir son neurologue rapidement, puis là, on a un fameux diagnostic. Alors, ce qu'on se rend compte quand on a un diagnostic, c'est que les premiers symptômes cliniques apparaissent, évidemment, pour que le médecin soit capable d'établir ça. Il voit à la fois peut-être un tremblement, une lenteur dans les mouvements, ce qu'on appelle la bradykinésie, et on voit aussi la raideur, la fameuse rigidité. Ça peut être 2 des 3 symptômes que je viens de mentionner. Autrement dit, ça ne prend pas nécessairement un tremblement pour diagnostiquer quelqu'un. Ça peut être simplement une raideur et une lenteur dans le mouvement. Mais déjà, à cette étape-là, on voit qu'il y a 70% de perte de neurones. Alors, entre vous et moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie qui se passe à faire de la recherche en la neuroprotection. Par exemple, si on était capable de diagnostiquer quelque part un peu avant, disons ici, mais peut-être même remonter en arrière encore, à savoir pourquoi il y a des cellules neuronales, des pertes de cellules neuronales, si on avait de la neuroprotection avant d'avoir un 70% de perte de neurones, ben peut-être qu'il y aurait moyen de changer le cours de la progression de la maladie. On ne peut pas encore le faire. Alors, on continue. On est 10 ans plus tard. Il y a des pertes de cellules neuronales qui continuent, les symptômes qui s'aggravent. Puis là, on arrive avec nos fameuses fluctuations, nos épuisements de fin de dose. En anglais, on dit les wearing off, un phénomène de wearing off, de fluctuation. Et ça peut être aussi aléatoire, c'est-à-dire que ça se produit un peu n'importe quand, les on, les off. Tantôt, je parlais de ma lumière allumée, ma lumière fermée. On peut être au centre d'achat en train de marcher, tout va bien, puis tout à coup, oups, on est bloqué, on a un blocage de freezing. Alors, tout ça, là, ça arrive à peu près, c'est toujours à peu près, hein, c'est pas les grandes généralités. Si vous êtes à la maison, ça fait 10 ans que vous avez la maladie, puis vous avez pas encore ça, ben je veux pas vous effrayer aujourd'hui. Tant mieux, ça veut dire que vos médicaments sont bien dosés, mais en général, on peut voir des choses comme ça. On progresse, ça fait 15 ans qu'on a la maladie. Alors, ce qui arrive ici, c'est que notre capacité, tantôt je disais, la capacité de stockage ou d'emmagasinage des vésicules synaptiques, c'est restant, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on n'est pas capable, les vésicules sont pas capables de garder la dopamine qu'on donne soit par la bouche ou soit par le tube du odopa. Alors, on n'est pas capable. Donc, ce qui arrive, c'est que on a beau prendre beaucoup de dopamine, ça s'en va, c'est épuisé, on n'est pas capable d'en bénéficier. Donc, ce qu'on voit, c'est la diminution de la réponse de la dopamine. Et puis, encore une fois, ben ici, on aurait les mêmes problèmes un peu aggravés. On va le revoir d'une façon différente, ce graphique-là, dans cette étape suivante. Alors, ma courbe verticale, pardon, j'ai perdu ma petite flèche. La ligne ici, par exemple, verticale, c'est si on peut dire le niveau d'handicap. Et la ligne horizontale, c'est le temps qui passe. Alors, par exemple, ici, je prends mon médicament à 7 heures. Ça va bien, je commence à fonctionner, mon médicament fonctionne, ça va bien. Je suis dans la fenêtre thérapeutique. Alors, vous voyez, la fenêtre thérapeutique, c'est la zone un peu plus ombragée, hein, de ça et ça. Alors, mon médicament de 7 heures, il fonctionne bien. Tout à coup, oups, 9 heures arrive. Puis là, oups, je m'en vais, je suis moins bien, là. J'ai sorti de ma fenêtre thérapeutique. Il est rendu 10 heures. Mais, puis, probablement depuis 9 heures, hein. Depuis 9 heures, le temps a passé, là, on arrive à 10 heures. Là, ma personne est prise sur sa chaise, la difficulté à se lever. Mais il faut qu'elle attende entre 9 et 10 heures, parce que 10 heures, c'est la prise suivante des médicaments. Alors là, on va la prendre, puis là, oups, ça va prendre un petit temps. Hein, il y a encore un délai d'1 heure ici, là.
On est peut-être rendu ici à 11 heures. Alors, ça va prendre jusqu'à une autre heure de plus, à savoir que là, oups, ça va commencer à faire effet, on va être bien. Là, oups, qu'est-ce qui arrive ici? On est en dehors de notre fenêtre thérapeutique. Donc là, on va peut-être voir apparaître des dyskinésies, du freezing, hein, des petits pieds gelés au sol. Et bon, on a de la difficulté à manger. Jusqu'à temps que, par exemple, quand on a ça ici, ce qu'on appelle, c'est le pic dose des médicaments. C'est-à-dire, on a pris notre médicament, on recule encore, on a pris notre médicament à 10 heures, on arrive ici peut-être qu'il est 11h30, midi, puis là, c'est le pic. Dans le fond, c'est comme un surplus de médicaments qui va dans mon cerveau, qui va faire en sorte que je vais développer. C'est comme si j'avais une capacité d'absorption de ma dopamine un peu erratique, et là, ça va provoquer ce qu'on parle des dyskinésies. Là, mon niveau va baisser dans mon sang, le plasma. Si on pouvait prendre une prise de sang continue de tout ce temps-là qui passe, on verrait que la dopamine dans mon plasma, dans mon sang, diminue tranquillement encore ici. Et là, oups, je reviens dans ma fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire que la personne commence à se sentir mieux. On arrive à 13 heures. Là, étrangement, 13 heures, pour le but de l'exemple suivant, c'est encore, on vient de la prise de médicaments de 13 heures, mais on est resté... On est content, on est resté dans la fenêtre thérapeutique. Alors, ma personne est debout, capable de fonctionner. Puis là, on n'est pas dans le creux de la vague, comme on dit si on était rendu ici. On est resté dans notre fenêtre thérapeutique, puis là, on donne le médicament, ainsi de suite. Je vais vous demander à la fin si ça va. Je ne peux pas vraiment répondre avec des questions maintenant. J'espère que tout le monde est clair. Ça, c'est une autre façon de parler de la fameuse fenêtre thérapeutique qui s'amenuise à mesure que la maladie de Parkinson évolue. Ce qu'il faut voir en vert, c'est que je vais aller chercher mon petit curseur vert. En début de maladie, quand la maladie est précoce, on voit que la zone verte est beaucoup plus large. C'est-à-dire que la même courbe qu'on a vue tantôt, que j'expliquais tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup de jeux. Hein? Si je dis que la ligne du bas encore, c'est le temps, j'ai quand même beaucoup de temps. Mon médicament fonctionne. Il y a juste un petit espace ici où est-ce que j'attends pour prendre ma pilule. La zone modérée, ma fenêtre verte, elle rapetisse un petit peu. J'ai un petit peu moins de temps d'efficacité. Puis quand ma maladie est avancée, après, disons, 15 ans, comme on a vu dans l'autre graphique tout à l'heure, ben l'espace, l'intervalle entre ce qu'on a comme problème, par exemple des dyskinésies, et ce qu'on a quand on est en dessous de la courbe ou en dessous de la fenêtre, des bras dyskinésie, c'est pas tellement large. Ça revient trop vite. Alors, il faut essayer dans les bureaux de médecins, quand on discute avec l'équipe, d'avoir un meilleur soulagement dans ces symptômes-là. Quelles sont les listes des fluctuations motrices? On va y aller plus en détail. On voit les dyskinésies, la détérioration ou l'épuisement de fin de dose, les phénomènes de blocage ou de freezing, le phénomène d'alternance on et off, comme j'ai parlé tout à l'heure. Puis, il y a parfois même des doses dont l'effet est retardé ou inexistant. C'est-à-dire que je vais prendre une levodopa, une petite pilule jaune pour la nommer, puis, tu sais, ça va passer comme de l'eau. C'est comme les gens disent des fois, je l'ai pris puis ça n'a rien fait. Alors, ça peut arriver, ça aussi. Les dyskinésies, j'ai dit tout à l'heure, c'est des mouvements involontaires, mais c'est vraiment incontrôlable. Puis, il faut vraiment savoir que ça peut être douloureux chez certains qui surviennent après plusieurs années de traitement avec la levodopa. La levodopa, c'est un très bon médicament. C'est encore le meilleur de nos jours. Ça a été développé dans les années 50-60, là. Mais c'est encore le meilleur à ce jour. Mais évidemment, avec plusieurs années de levodopa, quand ça fait 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même qu'on a la maladie, il peut avoir des effets secondaires. Ces effets secondaires-là sont souvent réversibles, c'est-à-dire que si on a des dyskinésies puis qu'on ajuste, on va être capable de remédier aux dyskinésies. Les dyskinésies peuvent affecter le visage, la langue, le tronc et les membres, soit les membres supérieurs, les bras, les membres inférieurs, les jambes. Donc, ça pourrait, tu sais, je pourrais être en train de parler aujourd'hui puis faire, des fois, c'est quelques grimaces, tu sais, si on contrôle pas bien notre visage, ça pourrait être la langue qui bouge, ça pourrait être le tronc, je pourrais avoir une espèce de vague. Mais en même temps, il faut comprendre que je peux être on avec la dyskinésie. C'est important de savoir parce que souvent, les gens, ça va être ce qu'on appelle cosmétique. Ce que ça veut dire cosmétique, c'est que la dyskinésie, ça les dérange moins. Souvent, ça dérange les autres autour parce que, évidemment, quand quelqu'un gigote toujours sur une chaise, c'est dérangeant. Mais pour la personne qui est atteinte, qui a un on, donc la lumière est allumée, ça fonctionne bien pour elle, capable de fonctionner, je fais ma présentation, j'ai un peu de dyskinésie,
ça va quand même bien. Donc, les gens vont pas nécessairement nous demander d'ajuster les médicaments, à moins que la dyskinésie soit incroyable et que les gens se jettent par terre ou tombent en bas de leur lit, là. Mais vous me comprenez, c'est cosmétique parfois pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut ajuster le médicament tout le temps. Les épuisements de fin de dose ou les wearing off, c'est qu'avec le temps, la durée du soulagement, on a vu la fenêtre qui rapetisse. Au début de maladie, on a beaucoup d'options, on a beaucoup de temps, l'efficacité des médicaments dure plusieurs heures. Et quand la maladie progresse, la durée raccourcit. Puis là, je veux bien insister là-dessus, c'est pas que le médicament devient moins performant. La levodopa va toujours fonctionner, que vous ayez la maladie pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, la levodopa va toujours fonctionner. Ça va jamais arrêter de fonctionner. C'est la durée qui rapetisse, OK, qui raccourcit. Les symptômes, on le sait, qu'est-ce qui arrive quand on a un épuisement de fin de dose? On a un tremblement, la raideur, la lenteur, les problèmes avec la dextérité. Pour aller chercher mon crayon, j'aurais des problèmes. Mais il y a aussi tout le côté non moteur. Donc, parfois, on parle, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le retour de mes symptômes qui peuvent amener, par exemple, de l'anxiété? Ou c'est de l'anxiété qui arrive pour quelque raison que ce soit, une mauvaise nouvelle ou dans la journée, un stress quelconque, qui va faire en sorte que, oups, je vais avoir les symptômes moteurs qui reviennent. Alors, des fois, on pose la question aux gens, puis des fois, c'est pas toujours si simple que ça à répondre à ces questions-là. Peut-être vous questionnez, vous à la maison aujourd'hui, est-ce que moi, c'est mes symptômes moteurs qui reviennent, qui amènent de l'anxiété? Peut-être pas nécessairement non plus. Ou bien c'est le contraire, c'est de l'anxiété qui peut faire en sorte que mes symptômes moteurs s'aggravent. Évidemment, dans les symptômes non moteurs, on a de la fatigue, perturbation de lumière, de l'agitation, des idées embrouillées. Parfois, on a ça. Les gens deviennent un petit peu plus, je dirais pas confus, mais plus embrouillés, avoir de la difficulté à faire des décisions quelconques. Ça peut arriver dans ces périodes-là aussi. Oh, excusez, je voulais attirer l'attention sur mon image. Vous voyez le monsieur dans son fauteuil, il a comme de la difficulté à se lever. C'est comme s'il était agrippé par plusieurs mains. Alors, j'aimais bien cette image-là qui fait en sorte que je veux me lever, mais c'est comme si mon corps était retenu d'une certaine façon. C'est un peu pour expliquer cette fameuse raideur-là qui est difficile à vivre. OK? Le phénomène on et off, tantôt je parlais encore une fois, je suis forte avec les images, mais je trouve qu'une image vaut 1000 mots. La lumière, quand c'est on, ça va bien. Quand c'est off, ça va moins bien. Si vous êtes dans une pièce qui est sombre, c'est un peu la façon de le comprendre. Alors, c'est une perte soudaine et imprévisible de l'efficacité de la médication. Il y a une manifestation des symptômes moteurs et ou non moteurs. Mais ça peut être en simultané, c'est-à-dire que les deux peuvent arriver ensemble, mais pas nécessairement non plus. OK? Évidemment, les off, c'est des périodes qui sont très inconfortables. C'est, par exemple, si les gens sont en train de prendre une marche dehors, puis tout à coup, on a un blocage. Bon, évidemment, c'est difficile. Si on est au centre d'achat, il faut se trouver un banc pour s'asseoir rapidement. Ça peut amener, encore une fois, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut certainement pas paniquer. J'ai des gens qui viennent me voir, puis bon, pourtant, ils savent, ils n'ont jamais été dans ces circonstances-là, mais c'est comme une sensation qu'on va paralyser, qu'on est paralysé, qu'on n'est pas capable de marcher. Ça n'a aucunement rapport avec une paralysie comme telle, mais c'est vraiment son corps, on manque de contrôle, la dopamine ne fonctionne plus bien. Comment on évalue ces fameuses fluctuations-là? On est correct dans le temps? Ça va bien? Oui. Comment on évalue dans le fond, quand vous allez venir en clinique, on va vous questionner, par exemple, heure par heure. Si on voit que les fluctuations sont un problème pour vous, on va vous demander, racontez-moi votre journée du moment où vous êtes levé au moment où vous allez vous coucher. Hein? Puis on va vous demander peut-être de remplir un petit journal, les heures. Voilà, je me lève le matin, mais je suis très off quand je me lève le matin. Puis là, ça prend, par exemple, une demi-heure, 3/4 d'heure de temps avant que ma médication fonctionne. Là, je suis bien pour un couple d'heures. Puis là, il m'arrive un on, je vais amener mon curseur, il m'arrive un on, mais j'ai pas de dyskinésie à ce moment-là. Puis là, je vais vous questionner, est-ce que vous avez des effets secondaires? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans votre vie, dans votre journée? S'il y en a, bien évidemment, on va essayer d'évaluer tout ça, d'ajuster les médicaments. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, ce que les gens vont nous dire, c'est que
la dose matinale, parfois, ça prend un peu plus de temps à faire effet. Parce on peut penser qu'on est très off le matin, puisqu'on n'a peut-être pas nécessairement pris beaucoup de médicaments durant la nuit. L'autre chose qu'on voit aussi, qu'on va se faire dire, c'est que les médicaments, ils n'ont aucun effet. Puis là, ça, c'est plus tard dans la journée, par exemple. Puis là, la personne nous dirait, la dose du midi, je la prends à midi, puis ça prend du temps avant de fonctionner, il faut que j'aille me coucher. Bon, ben là, on va questionner, est-ce que vous avez pris un gros repas? Est-ce que vous prenez le médicament sur un estomac vide pour faciliter le transit? Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand je prends la pilule dans ma bouche, il faut qu'elle passe de ma bouche, ma gorge, mon œsophage, mon estomac, et qu'elle aille dans mon intestin. Si mon estomac est bien rempli, ou malheureusement, si mon intestin si je suis constipée, si mon intestin est plein de sel, ça va prendre du temps à ce que cette fameuse pilule-là soit dégradée puis qu'elle remonte dans le sang jusqu'à notre cerveau. Fait qu'on peut penser que le chemin est long, là. Les problèmes que les gens vont nous rapporter aussi, c'est les problèmes moteurs la nuit. C'est plus difficile à gérer parce que c'est un peu aléatoire. Tu sais, est-ce que la personne se lève à 1 heure du matin pour aller à la salle de bain ou 4 heures du matin? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est difficile d'aller à la toilette. Encore une fois, on va essayer de peut-être aider de ce côté-là. Encore une fois, mon fameux tableau, mais cette fois-ci un peu plus simplifié, un exemple de ce qui se passe. Donc, ma personne prend le médicament à 7 heures du matin. Donc, on est off en se levant la nuit. On peut penser qu'ici, ici, c'est 5 heures du matin, 6 heures, 7 heures. Donc, on prend le médicament. Ça prend un petit bout de temps à fonctionner. Hein, ça prend comme 1 heure et demie. Là, on va être bien. On va avoir un petit plateau, puis là, il va y avoir un épuisement de fin de dose qui arrive à peu près, si on dit qu'11 heures, c'est ici, il arrive à peu près vers 9h30, 10 heures. Puis là, on est encore une demi-heure, 1 heure off jusqu'à la prochaine dose. Fait que ce moment-là, ici, puis ce moment-là, ici, c'est vraiment difficile, c'est vraiment inconfortable. Ici, ça peut commencer à bien aller, mais on n'est encore pas passé la ligne de on, si je peux dire ça comme ça. Donc, en clinique, quand on va être au courant de ces informations-là, ce qu'il va falloir faire pour nous, c'est, de comprendre qu'il y a un déclin prévisible dans la réponse du médicament à peu près 2 à 4 heures après la dose, que la maladie, évidemment, avance, puis dans le fond, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Alors, si la personne a un médicament 3 fois par jour, peut-être que ça va être le temps d'augmenter la dose à 4 fois, de rapprocher les intervalles. Par exemple, 7 heures, au lieu d'11 heures, on va donner la dose suivante à 10 heures, et ainsi de suite dans l'après-midi. Alors, c'est ce genre d'ajustement-là qu'on peut faire pour éliminer. Là, j'ai remis le même graphique ici pour, encore une fois, à parler de phase précoce, phase modérée, phase avancée. Quand la maladie est avancée, on a dit que la fenêtre thérapeutique est rapetissée. Donc, il va falloir avoir un traitement médicamenteux, si je peux dire ça comme ça, qui va à la fois répondre aux besoins de la personne. Tu sais, à un moment donné, ça va être difficile de prendre des médicaments aux 2 heures. Ça va être difficile d'éliminer complètement les dyskinésies. Ça va être difficile d'avoir 0 off dans notre journée quand on a une maladie qui est avancée. Donc, on essaie de faire le mieux possible avec ce qu'on a. Mais ça risque, on peut pas éliminer cette maladie-là. On peut simplement contrôler les symptômes. Qu'est-ce qui peut nuire à l'efficacité des médicaments? Si on revient à parler des médicaments, bien évidemment, il y a tous ces facteurs-là, ne serait-ce que le stade de la maladie qu'on en a parlé au point de départ, la fenêtre qui s'épuise, le stress, hein, une mauvaise nouvelle, mais même, je dirais même parfois que des bonnes nouvelles, c'est des stresseurs aussi. Parce qu'on est excité, une excitation quelconque, ça peut être, pour notre Parkinson, pour nos symptômes, ça peut être vu négativement aussi, un stress. Donc, j'ai mis stress, mais c'est positif et même parfois négatif. D'autres troubles médicaux, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres problèmes de santé quand on a la maladie de Parkinson. Les autres médicaments qu'on prenne en relation. Là-dessus, je ferai une petite parenthèse pour faire en sorte que vous prenez simplement une seule pharmacie. Hein, il y en a qui ont des multiples pharmacies, qui utilisent telle pharmacie pour tel médicament puis tel autre, mais ça serait bien qu'on mette tout ça ensemble, les médicaments, parce que s'il y avait des contradictions, des problèmes
que des médicaments ne fuitent pas ensemble, ben au moins avec une pharmacie, le pharmacien va avoir une petite alerte dans son écran pour vous dire, ben là, vous ne pouvez pas prendre ces deux médicaments-là ensemble. Tantôt, j'en ai parlé, la constipation, ça peut évidemment être un problème dans l'efficacité des médicaments. La déshydratation, c'est un petit sujet opportun quand c'est l'été, quand il commence à faire chaud comme ça. Il faut vraiment faire attention de boire beaucoup parce que, quand on vieillit, on est sujet à la déshydratation, puis souvent, c'est un cercle vicieux parce qu'on ne voudra pas boire parce qu'on ne veut pas aller à la toilette, mais si on ne boit pas, on va être déshydraté, puis là, nos idées vont être moins claires. La déshydratation peut jouer aussi un rôle dans l'hypotension orthostatique. On prend beaucoup de lévodopa, mais on ne boit pas beaucoup. Un des effets de la lévodopa, c'est malheureusement de baisser la pression artérielle. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont étourdis. Si on ne boit pas, ou plutôt si je le dis au sens positif, si on boit, ça va aider à notre pression artérielle aussi. Donc, c'est un cercle vicieux. Alors, il faut encourager les gens à boire pour aider à l'efficacité des médicaments aussi, puis aider à d'autres problèmes non moteurs comme l'hypotension orthostatique qui peut arriver parfois. Si on a une infection quelconque, par exemple, si j'ai une bronchite, j'ai des antibiotiques pendant 7 à 10 jours, ben souvent, les gens vont venir me voir et vont me dire « Crime, mes médicaments pour le Parkinson, c'est comme s'ils faisaient aucun effet depuis que j'ai des antibiotiques. » Fait que là, on va leur dire « Écoutez, on va faire en sorte que ça passe le plus vite possible, mais on ne peut pas ajuster les médicaments parkinsoniens pendant nécessairement qu'on a des antibiotiques parce que là, on va vous en donner trop puis ça va pas être idéal non plus. Fait qu'il faut faire, encore une fois, il faut faire avec le mieux qu'on a sous la main, c'est-à-dire, comme on dit, prendre ça plus tranquille pendant cette période-là. Certaines personnes vont se plaindre des substitutions génériques. C'est quand même assez rare. Moi, je travaille là-dedans depuis 2001. C'est quand même rare qu'on a des gros problèmes, mais ça peut arriver. Mais en général, ce qu'il faut dire, c'est que dans notre domaine, dans les médicaments que j'ai listés plus tôt, les génériques sont très bons. Qu'est-ce qui peut arriver comme complication des médicaments? J'achève. Débuter, ce qu'il faut faire, là, les règles de base, c'est débuter à petite dose, mais ça, c'est des notes pour les médecins, mais que vous le sachiez aussi, débuter à petite dose, augmenter lentement. S'il y a un changement de prescription ou si vous n'aimez pas un médicament, je vous encourage à téléphoner votre professionnel de la santé parce qu'on n'arrête jamais d'un coup sec. Hein, si vous n'êtes pas bien, ne serait-ce qu'un antidépresseur ou un médicament qu'on vous donne pour la douleur ou un médicament pour le Parkinson, la règle, c'est toujours la même. On n'arrête jamais un coup sec des médicaments. Donner à heure prescrite, ça, c'est assez important. Puis moi, je dis souvent, les gens qui ont Parkinson devraient avoir une routine. Puis quand on parle de routine, on ne parle pas d'une routine plate, de se lever toujours à la même heure, de prendre nos médicaments, de déjeuner, l'hygiène, aller prendre une marche, ainsi de suite. Mais c'est d'avoir une routine, c'est-à-dire que notre cerveau, il s'attend à avoir la dopamine à heure prescrite, à heure régulière. Donc, si on est un peu erratique dans l'heure de se donner nos médicaments, on va pas avoir un aussi bon contrôle de nos symptômes. Facteurs pouvant nuire à l'absorption, on a parlé légèrement tout à l'heure, régime alimentaire, mais l'alimentation comme telle, les protéines. Il faut pas, quand je parle de protéines, je veux pas que personne arrête de manger des protéines. Au contraire, ça en prend des protéines. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir de l'énergie, que vous allez avoir des bons os, évidemment. Alors, il faut les prendre soit 1 heure avant ou 2 heures après les repas. Mais ceci dit, quand on est en début de maladie, les protéines, les gens ne s'en rendent pas compte. Les médicaments fonctionnent bien, même si on mangeait un steak gros comme ça avec notre dopamine, avec notre lévodopa, le médicament va être absorbé de la même façon. C'est simplement quand la maladie avance, quand ma fenêtre thérapeutique rapetisse, que là, oui, peut-être les protéines vont entrer en ligne de compte. Ensuite de ça, les thérapies complémentaires. On a parlé beaucoup de médications, mais je voulais quand même lancer un petit mot sur tout ce qui peut nous faire du bien autour, c'est-à-dire, évidemment, la physiothérapie pour aider pour la posture, la marche, l'équilibre. Hein, on met beaucoup d'emphase sur les médicaments, mais toutes les thérapies complémentaires, ça peut aider, évidemment, au quotidien à vivre bien, à prendre en charge sa maladie.
Donc, l'ergothérapie, ce que c'est la différence entre la physio et l'ergo, si vous avez des professionnels de la santé, ils peuvent vous aider, les physiothérapeutes, avec la posture, la marche, l'équilibre, aider pour diminuer la rigidité. Donc, les médicaments aident, mais aussi quand on bouge, on fait de l'exercice, ça va aider. L'ergothérapie, c'est plus au niveau du maintien de l'autonomie. Si on a un petit doute, si vous êtes encore capable d'être à la maison, on peut aussi évaluer au niveau du maintien à domicile. Évidemment, l'évaluation de la conduite automobile, c'est les ergos qui font ça. C'est le médecin qui peut aussi demander à la SAC de vous faire un test routier plus tard si jamais on juge que ça devient un problème. Et aussi, on va évaluer, les ergos vont évaluer au contrôle de la dysphagie, de la déglutition. L'orthophoniste pour les maintien des capacités de communication, la nutrition, si on a des problèmes de ce côté-là, quand je parlais des protéines tout à l'heure, on peut définitivement consulter un nutritionniste, pas dans les hôpitaux, mais avec les CLSC ou même en privé, c'est des choses qui se font. Les soins infirmiers, le nursing, ben, c'est évidemment pour vous aider à contrôler, à comprendre. Mon rôle à moi au quotidien, c'est d'informer, d'éduquer les personnes sur les symptômes, sur les médicaments, mais aussi de trouver de l'aide, de trouver des soutiens, d'aller avec, par exemple, la Société de Parkinson Québec pour trouver de l'aide, du soutien puis des ressources pour les personnes. Fluctuation motrice, juste un petit dernier mot, il reste une petite minute avant la période de questions. Survenant, ça peut survenir de façon concomitante ou indépendante des fluctuations motrices. Concomitante, ça veut dire en même temps, puis indépendante, parfois avant ou après, ça peut plus ou moins de lien. Mais c'est effectivement des choses qu'il faut considérer, les fluctuations motrices. J'en ai un tableau. Ça peut être précoce, ça peut être fréquent, puis ça peut être même plus gênant que les fluctuations motrices comme telles, comme la raideur. Souvent, les gens en bureau vont pas se plaindre qu'ils sont raides ou qui sont lents. Ils vont se plaindre qu'ils sont constipés, qu'ils sont déprimés, qu'ils sont anxieux. Alors, c'est tout, bon, j'ai pas mis l'image du iceberg, là, mais symptômes moteurs, c'est tout ce qui est à la surface de l'eau. On la voit souvent, cette image-là. Et en dessous de l'eau, c'est tous les symptômes qui sont non moteurs, qui sont beaucoup plus dérangeants, ça, parfois chez certains. Encore ici, un gros graphique de tout ce qui peut, puis j'espère que j'ai bien traduit tout ça, de tout ce qui peut dans différentes catégories, là, neuropsychiatrique, tout ce qui a lien à dépression, anxiété, perte de mémoire, tout ça, difficulté de sommeil, il y a quand même, il peut arriver pas mal de choses ici. Système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est tout ce qu'on n'a pas de contrôle sur notre corps. C'est-à-dire que j'ai pas de contrôle sur ma pression artérielle, j'ai pas de contrôle sur le nombre de fois que je vais faire pipi dans une journée, j'ai pas de contrôle sur le fait de transpirer ou pas, ça arrive tout ça, ces choses-là. Le goût, l'odorat, je contrôle pas ça. Peau grasse, peau sèche, la même chose. Donc, la sexualité, dysfonction au niveau de la sexualité, ça rentre dans le système nerveux autonome. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à ce niveau-ci. Au niveau des problèmes digestifs, ben, ça peut être en lien avec la prise de médicaments, mais ça peut être aussi une conséquence directe de la maladie. Puis les problèmes sensoriels, toutes ce qu'on dit de crampes musculaires, d'engourdissement, tantôt on parlait de dystonie. Donc, ça amène aussi un sentiment de problème d'engourdissement, de sensation, de tremblement interne, tout ça, et ça amène de la douleur. Puis juste pour vous montrer, grosso modo, c'est quand même assez fréquent, des pourcentages assez haut là, de tous ces problèmes-là. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est des choses qu'on a quand même des ressources pour aider. Hein? Si on a des médicaments qui peuvent aider pour tout ça, c'est sûr, vous allez me dire, c'est encore des pilules, mais quand même, on a des choses qu'on peut faire concrètement pour aider pour ces problèmes-là. En résumé, on estime qu'un patient sur 2 est victime de ces complications au bout de quelques années de traitement. Ça correspond à l'alternance. Tantôt, je disais la fenêtre thérapeutique, mais ça alterne entre être bien et être pas bien. Hein? C'est prévisible, c'est fréquent. La durée de vie de la levodopa, c'est d'ordre de 4 à 6 heures. Parfois, quand la maladie progresse, c'est évidemment moins que ça. Au fil des ans, en résumé encore, le stockage, donc on emmagasine, c'est plus erratique au niveau du cerveau. La libération continue de la dopamine, ça fonctionne moins bien à cause des symptômes, des neurones dopaminergiques qui ont disparu. Puis dans 15% des cas, on voit le off, et ça peut être brutal. Donc, il faut absolument en parler quand vous avez des problèmes comme ça parce qu'on peut vous aider. Alors, je suis ouverte aux questions. S'il y a eu des questions qui ont rentré, ça va me faire plaisir d'y répondre. OK. Merci beaucoup.
Bien vu. Donc, on va passer à la période des questions. Vous allez voir, maintenant, les questions sont rendues au centre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On en a eu quelques-unes pendant la présentation. Aussi, si vous voulez, vous pouvez répondre aux sondages qui sont sur l'extérieur de la plateforme. Donc, on va commencer par une première question. Donc, la première question est, est-ce que l'amantadine peut aider pour un cas de dystonie ou seulement pour les dyskinésies? C'est plus pour les dyskinésies. C'est une bonne question, mais c'est plus pour les dyskinésies parce que c'est des mouvements involontaires. Les dystonies, ce qui va aider pour ça, c'est vraiment d'ajuster les médicaments. Donc, la levodopa, les dopaminergiques, les dopamines agonistes, l'Azilec, tout ça, ça va être d'ajuster ces médicaments-là. L'amantadine, c'est vraiment plus pour les dyskinésies. Il y a quelqu'un qui nous demandait si votre présentation allait être disponible. Donc, c'est moins avec le sujet, mais c'est juste pour savoir parce qu'avec tous les tableaux, les gens oui, n'ont pas accès. Oui, je pense que oui, hein? Pas de problème. Donc, parfait. Et quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'un programme d'exercice intensif quotidien peut permettre de retarder l'apparition de tous ces symptômes? C'est une grosse question, mais je pense que oui. Puis, mais en quelque sorte, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire intensif. Je veux dire, moi, je pense que je suis pour la question d'équilibre. Tantôt, j'avais une balance dans une des photos. C'est toujours la question d'équilibre. Donc, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous donne du contrôle sur votre maladie. Je peux pas dire à quelqu'un, va t'inscrire avec une carte de membre de 200 $ par mois pour faire de l'exercice intensif dans le plus fancy des centres d'activité physique. On va jamais dire ça. Faut que ça soit au goût de la personne. Donc, si la personne fait, par exemple, 1 heure de jardinage 2 fois par semaine, va marcher, fait des exercices pour les membres supérieurs, pour étirer, oui. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'évidence dans la littérature qu'un programme d'exercice, bon, on dit intense, maintenant je pense que ça veut dire 3 fois ou 4 par semaine, pas quotidiennement non plus, ça va être bénéfique. Mais ça va être bénéfique au niveau cardiovasculaire aussi. Le seul petit bémol, c'est que je ne l'ai pas encore, ce programme-là. Il n'y a pas personne qui a écrit voici ce qu'il faut faire concrètement quand on a le Parkinson. Quelle est la différence entre le corps et le dyskinésie? Les chorés et les dyskinésies. Les chorés, c'est des mouvements plus saccadés. Bon, je peux les imiter. Tu sais, oui. C'est des espèces de mouvements un peu déchaînés, un peu... en anglais, on dit un petit jerk. Là, c'est soudain, c'est subi. Tandis qu'une dyskinésie, c'est plus... on voit beaucoup des chorés dans la maladie de Huntington, par exemple. Je ne sais pas si ça sonne des cloches pour certains. C'est plus saccadé. Des dyskinésies, c'est plus... en tout cas, ça peut des dyskinésies peuvent peut-être, oui, évoluer en étant des chorés, mais des dyskinésies, en quelque part, c'est plus fluide, je dirais. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, là. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent. Oui. Donc, il y a une question qui est, y a-t-il des améliorations avec la pompe à dopamine? Quel genre d'amélioration? Moi, de ce que je connais de la pompe, on installe la pompe au Centre universitaire de santé McGill. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une plus petite pompe. Elle n'est pas encore sur le marché. La compagnie AbbVie travaille beaucoup là-dessus, mais je sais que ça fonctionne très bien, le duodopa. Le duodopa, c'est pour des cas avancés de maladie de Parkinson. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire avancé pour eux? Pour être un bon candidat pour la maladie, il faut être évalué par son médecin. Mais effectivement, quand on est un bon candidat, quand on est approuvé pour le financement, tout ça, que ce soit notre régime public de remboursement de médication, notre régime privé, si on est approuvé, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a une relation entre le L-Dopa et la caféine? Non, je pense que ce que la personne veut tenter de savoir ici, c'est est-ce que le café peut aider? Parce que le café, il y a eu des études là-dessus, Dr. Ronald Postuma fait une étude, il n'y a pas vraiment d'évidence
subitement, mais c'est un bon stimulant. Quand on a des endormissements avec le médicament, les effets secondaires peuvent nous endormir. Alors oui, on va dire aux gens, prenez du café, c'est pas mauvais du café. Il y en a qui avaient peur autrefois que le café fasse trembler plus. Mais c'est pas le cas, ça agit comme stimulant naturel, si on peut dire. C'est bon, le café. Une question. Y a-t-il du lévodopa dans chaque médicament? Est-ce qu'il y a de la lévodopa dans chaque médicament qui sont proposés pour les gens qui Non. La lévodopa, c'est le remplacement chimique. La lévodopa carbidopa, c'est le remplacement chimique. Donc, ça, c'est de la dopamine, chimique. Les dopaminergiques agonistes, ça agit sur d'autres récepteurs. C'est des libérateurs de dopamine, c'est des les autres médicaments, les autres classes de médicaments, ça empêche la dégradation de la dopamine. Donc, ils n'ont pas tous de la lévodopa. Et puis tout à l'heure, on parlait qu'il y a un type de médicament qui permet les comptes inhibiteurs qui permettent de prolonger. Ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser ce type-là avant l'utilisation de lévodopa? Est-ce que ça fonctionnerait sur la dopamine? C'est une bonne question, mais c'est non. Non, c'est vrai que c'est une très bonne question. Non, le compte inhibiteur se donne simplement en association avec la lévodopa. Quand on veut, pour répondre à cette question-là un petit peu plus approfondie, au début de la maladie, avant de donner la lévodopa, on va probablement donner plus l'Azilec, qui va faire en sorte qu'on va la dopamine va être moins dégradée au niveau du cerveau. Fait qu'on peut donner l'Azilec en préambule, là, si on veut, très tôt dans la maladie. Voilà. Donc, une question sur un sujet qui est assez d'actualité, donc sur l'utilisation de la marijuana. Oui. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de vidéos par rapport à des personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson. Puis, il y a beaucoup de... il y a des gens qui voudraient savoir s'il y a des recherches qui sont faites à ce sujet. Puis, est-ce que la légalisation de la marijuana va entraîner des améliorations pour les personnes qui sont atteintes de Parkinson? Bon, ce que je connais de la marijuana, c'est que dans les centres hospitaliers, en tout cas dans mon centre à moi puis dans les autres aussi, je pense que on se doit d'être conservateur, c'est-à-dire qu'on peut pas endosser ce produit-là. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est que c'est pas un neurologue. Le neurologue n'a pas nécessairement le droit de prescrire, par exemple, un pot ou un joint par jour. Là, je sais pas comment il pourrait faire ça, mais ça se prescrit pas comme ça. Alors, ce qu'on fait, premièrement, pour le Parkinson, on va jamais dire à la personne, essayez la marijuana, ça va aider votre tremblement. Nous, dans l'éventualité qu'on pourrait le considérer, c'est quand il y a des symptômes de douleur qui sont pas aidés par d'autres classes de médicaments, par exemple des antidouleurs. Alors, quand la douleur, puis quand la maladie est assez avancée, la personne se plaint beaucoup de douleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va référer cette personne-là à un organisme qui s'appelle Santé Cannabis. C'est un organisme au Québec, qui, eux, vont prendre en considération la personne. C'est une feuille 8,5 par an, ce qu'on envoie, c'est un formulaire, qui vont rencontrer la personne, puis ils vont voir si c'est approprié pour cette personne-là. Alors, c'est pas le neurologue dans son cabinet de médecin qui va juger, vous avez droit à la marijuana, puis vous avez pas droit pour telle raison. Alors, on s'en remet à un tierce parti pour évaluer la personne. Puis moi, les gens que j'ai vus, évidemment, encore une fois, c'est simplement comme on ferait pour des cas de cancer en oncologie, on réfère à une équipe pour la douleur. Le Parkinson, s'il y a un symptôme de douleur, on référerait à cette équipe-là. On va aller avec une question dans la salle. Je voulais juste savoir, la dopamine, c'est quelque chose qui est présent naturellement dans le corps. Oui. La lévodopa, c'est le précurseur de la dopamine. Puis, si je ne me trompe pas, on la donne parce que ça traverse la barrière hémato-encéphalique. Oui. Donc, est-ce que la lévodopa, c'est présent de façon naturelle dans le corps? Et si oui. La réponse à cette question-là, c'est oui, pourquoi a-t-elle autant d'effets secondaires quand on la prend oralement? La lévodopa n'est pas présente dans le corps, c'est la dopamine qui est présente dans le corps. Okay. Même qu'on peut trouver de la dopamine dans la nourriture. Hein, je pense que certains haricots verts, là, il y a des noms d'haricots que je connais pas, mais il y a certains fruits, légumes qui contiennent de la dopamine. Puis la question suivante que les gens poseraient, c'est est-ce que je pourrais en manger assez de dopamine que j'aurais pas besoin de prendre la lévodopa? La réponse, c'est non.
ça serait pas suffisant, ça serait pas assez dans les quantités qu'on a besoin. Ça répond? Oui. Donc, c'était la dernière question. Si vous avez des questions qui vous surviennent un peu plus tard, n'hésitez pas à les écrire au courriel qui est inscrit à droite, donc c'est noelparkinsonquebec.ca. Donc, je vais les transmettre à Madame Lachance. Donc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour la présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Madame Lachance. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je voulais aussi vous remercier, vous les participants, donc d'être là, d'être toujours à l'affût des présentations. Et aussi, un merci tout spécial à la compagnie AbbVie qui a rendu ce webinaire disponible grâce à une subvention à caractère éducatif. Et puis, je veux vous aviser que les webinaires vont être disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez manqué les derniers webinaires, si vous voulez réécouter, il y a des sections où vous n'êtes pas trop sûr, la vidéo de la présentation va être disponible la semaine prochaine. Donc, sur notre chaîne YouTube, on va essayer d'envoyer un courriel pour vous aviser. Et aussi, par le fait même, on va envoyer la présentation de Madame Lachance, donc vous allez pouvoir voir les diapositives. Et si je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire qui va parler de la motivation et de l'activité physique. Donc, tout à l'heure, on parlait de est-ce que l'activité physique peut avoir un effet, quel type. Donc, le prochain webinaire est donné par Monsieur Jean-François Danon, qui est cofondateur de Neuromotrix. C'est une compagnie qui offre des exercices personnalisés pour les personnes qui peuvent être atteintes de maladies de Parkinson. Donc, la présentation aura lieu le 12 juillet prochain, donc à 13h, même heure. Vous pouvez vous inscrire tout de suite. En dessous de la vidéo de Madame Lachance, il y a le lien disponible. En plus du lien pour répondre au sondage, donc c'est toujours apprécié de nous dire si vous avez apprécié ou non la présentation, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore, Madame Lachance, et au plaisir de vous revoir le 12 juillet.